Notre sujet pour l'analyse comportementale d'aujourd'hui n'est autre que l'énigme virale connue sous le seul nom d'Anatoly, une figure presque mythologique des réseaux sociaux dont chaque apparition, souvent brève, toujours mystérieuse, déclenche une vague d'hypothèses, de débats et de théories improvisées. Il est devenu, malgré lui, un cas d'étude largement discuté dans les cercles amateurs de sociologie informelle, un symbole vivant du pouvoir du non-sens exécuté avec un sérieux implacable. Sa présence numérique, aussi irrégulière qu'un phénomène météorologique rare, suffit à déstabiliser l'imaginaire collectif. Mais aujourd'hui, c'est dans le monde physique, concret, mesurable que nous allons l'observer. Le laboratoire choisi par ce spécimen socialement disruptif n'est autre que le sanctuaire du fer et de la sueur, la salle de sport locale. Un espace où se concentrent des micro-rituels profondément ancrés, répétés jour après jour par une population dont la routine est presque sacrée. Ici, les dalles de caoutchouc portent les cicatrices de milliers de deadlifts. Les murs miroirs reflètent des visages tendus par l'effort et la détermination, et chaque machine occupe une place précise dans un écosystème fondé sur la discipline, la répétition et une hiérarchie tacite mais rigoureuse. Ce lieu n'est pas seulement un espace d'entraînement, c'est un théâtre sacré dans lequel l'ordre immuable règne. L'objectif de cette étude de terrain atypique et volontairement subversive consiste à introduire une variable unique mais totalement incongrue dans cet environnement hyperstructuré. Une serpillière industrielle de 32 kg, un objet d'apparence banale, certes, mais chargé ici d'un poids symbolique colossal. Dans tout autre contexte, elle serait un outil d'entretien anodin. Dans celui-ci, elle devient une anomalie conceptuelle, un corps étranger dont la simple présence suffira à mettre en péril l'équilibre psychologique du lieu. L'idée n'est pas seulement d'observer les réactions, mais de provoquer un changement brusque dans la matrice sociale de la salle, un micro-chaos orchestré avec précision. Nous sommes ici pour documenter cette méthodologie soigneusement déviante, comment un individu muni d'un seul objet improbable peut perturber un environnement fortement ritualisé. Comment l'introduction d'un élément étranger peut révéler, par contraste, la rigidité invisible d'un système social pourtant considéré comme naturel. Nous chercherons à mesurer le spectre complet des réactions humaines, des regards distraits qui peinent à comprendre ce qu'ils voient, aux froncements de sourcils agressifs traduisant l'indignation pure, en passant par ce moment délicieux où l'incrédulité devient amusement, puis rire. Ce qui nous intéresse n'est pas seulement la réaction immédiate, mais aussi la façon dont elle se propage, se diffuse, mutile puis réorganise le climat social de la salle. Car toute expérience sociale, même microscopique, est un système vivant. Elle se nourrit des émotions individuelles, les amplifie et les recode en un nouveau consensus collectif. Aujourd'hui, nous observons le chaos contrôlé, déclenché dans un environnement où chaque détail, du poids des haltères aux horaires d'affluence, est normalement prévisible. Cette intrusion volontaire dans l'ordre établi n'est pas anodine. Elle agit comme un révélateur de comportements enfouis, un catalyseur permettant d'étudier la manière dont l'être humain réagit lorsqu'un élément brise soudainement la normalité qu'il croyait immuable. C'est dans cette optique rigoureuse mais non dénuée d'ironie que nous entamons notre observation. Que l'expérience commence. Avant d'introduire la variable perturbatrice, un point de référence rigoureux doit impérativement être établi. Aucun phénomène ne peut être interprété correctement sans une observation précise de l'état initial du système. À cet instant, l'environnement fonctionne comme un mécanisme parfaitement huilé, presque organique, où chaque participant apparaît comme une cellule spécialisée contribuant au métabolisme général de la salle. Les bodybuilders présents sont profondément immergés dans leur rituel quasi liturgique. Chacun répète ses séries avec une discipline implacable, comme s'il récitait silencieusement une prière musculaire apprise par cœur depuis des années. Les respirations sont contrôlées, pesées, calibrées, un souffle inspiré, un souffle expulsé, toujours au même moment, comme si leur cage thoracique respectait une partition sacrée. Certains fixent un point dans le miroir avec une intensité d'un moine en pleine méditation, d'autres regardent le vide d'un air absent, comme s'ils consultaient une divinité intérieure chargée de bider chaque contraction. Le paysage sonore contribue lui aussi à la stabilité de ce micro-univers. Le tintement métallique des plaques s'entrechoquant rythme l'air comme un carillon industriel. Les grognements sourds de l'effort forment une base continue presque animale. Les machines, quant à elles, ajoutent une vibration constante, un bourdonnement régulier qui rappelle celui d'une ruche méticuleusement organisée. Ces bruits, qui pourraient sembler chaotiques à une oreille novice, constituent en réalité un langage codé que tous comprennent instinctivement. L'atmosphère saturée d'effort et de concentration flotte dans la pièce comme un brouillard dense. Les murs transpirent l'ordre, les habitudes, la répétition. Rien ne dépasse, rien ne surprend. Tout est dans sa place exacte, conforme aux attentes tacites de cet écosystème ritualisé. Cet environnement, en apparence banal, est en réalité d'une fragilité insoupçonnée.
Son équilibre repose sur une infinité de conventions invisibles, sur une chorégraphie partagée que nul ne remet en question. Ici, le poids de 45 kg d'acier poli n'est pas une menace, c'est une évidence, un élément parfaitement intégré au paysage mental des pratiquants. Leur esprit est conditionné pour tolérer l'effort, la douleur, la répétition, mais absolument pas l'imprévisible. Car ce que ces athlètes ne savent pas encore, c'est qu'ils ne sont pas du tout préparés à affronter l'aberration cognitive qui s'apprête à franchir le seuil. Leur monde est sur le point d'être confronté non pas à une charge plus lourde, mais à une anomalie fondamentale. Un objet qui ne devrait pas être là, manipulé comme s'il s'agissait de l'équipement le plus sérieux du monde. Leur psychologie, façonnée pour résister à la gravité, s'avérera étonnamment vulnérable à l'absurdité pure. L'équilibre est parfait. Mais cet équilibre est aussi fragile qu'un fil tendu au-dessus du vide, et il ne le restera plus très longtemps. La variable entre maintenant dans l'espace d'observation, franchissant le seuil comme un projectile silencieux lancé contre l'ordre établi. Anatoly, l'agent perturbateur de cette expérience clandestine, s'avance avec une nonchalance soigneusement calibrée. Un calme presque clinique, dénué d'hésitation, qui donne à ses gestes une qualité hypnotique. Il évolue au milieu des machines comme s'il possédait un droit ancestral sur ces lieux, ignorant intentionnellement les regards périphériques qui commencent déjà à se fixer sur lui. Observez attentivement sa technique, chaque détail compte. Il ne traîne pas la serpillière industrielle de 32 kg comme le ferait un employé d'entretien distrait. Non, il la saisit avec la même rigueur qu'un haltérophile saisissant une barre olympique avant une tentative record. Ses doigts se referment autour du manche avec une précision chirurgicale, son dos s'aligne, sa posture se verrouille et son mouvement ascendant est exécuté avec un contrôle si méticuleux qu'il pourrait figurer dans un manuel d'haltérophilie si ce manuel concernait les serpillières démesurément lourdes. Cette solennité méthodique n'est pas un effet de style, elle est la pierre angulaire de l'illusion. Elle confère à l'absurde une crédibilité troublante, créant une dissonance immédiate entre ce qui est vu et ce qui devrait être possible. En traitant l'objet comme un équipement sacré de musculation, il détourne les lois tacites de l'environnement. Il ne joue pas la comédie, il redéfinit les règles du jeu en temps réel. Et déjà, les premières données sensorielles émergent dans l'écosystème. Un bodybuilder, en pleine extension sur une machine de tirage, suspend soudain son mouvement sans s'en rendre compte. Plus loin, une pratiquante qui comptait mentalement ses répétitions perd le fil, surpris par l'incongruité du spectacle. Des têtes se tournent lentement, aimantées par une curiosité primitive. Des regards se croisent avec une intensité muette, comme si les témoins cherchaient chez leurs voisins une validation de leur propre perception. « Tu vois ça toi aussi ?» Les sourcils se haussent, certains presque jusqu'à la ligne des cheveux, dessinant sur les visages un mélange de perplexité, de suspicion et d'amusement naissant. Le silence relatif de la salle semble se déformer autour de la scène, comme si l'air lui-même tentait de comprendre. La serpillière n'est plus simplement déplacée, elle devient une anomalie conceptuelle, un objet qui ne devrait pas être manipulé de cette façon, ni dans ce lieu, ni avec un tel degré de dévotion technique. Elle viole silencieusement, mais avec une efficacité redoutable, les lois tacites de cet environnement contrôlé, celles qui définissent ce qui est acceptable, logique, cohérent. En un seul geste, Anatoly ne soulève pas un objet, il soulève un paradoxe, et le système commence déjà à vaciller autour de lui. Nous pénétrons maintenant dans la première phase critique du protocole expérimental, l'émergence brutale d'une dissonance cognitive d'une intensité rarement observée dans un environnement aussi rigoureusement structuré. Les circuits neuronaux des bodybuilders, façonnés par des années de routine répétitive, de catégorisation instinctive des objets de force et d'optimisation perceptive pour distinguer un haltère de 12 kg d'un autre de 14 au simple coup d'œil, se retrouvent soudain confrontés à une donnée qui outrepasse leur grille de compréhension. Un outil ménager, au design utilitaire et trivial, détourné de son usage domestique et utilisé comme s'il s'agissait d'un artefact sacré du powerlifting. Cette intrusion incongrue agit comme une onde de choc. L'esprit lutte pour créer un pont logique entre la scène observée et les schémas cognitifs préexistants. Les regards se plissent, les traits du visage se figent dans une tension subtile, presque douloureuse. On peut littéralement observer la mécanique interne se gripper. Les mâchoires se contractent, certains clignent des yeux comme pour recalibrer une réalité qu'ils soupçonnent momentanément défaillante. C'est un instant où l'humanité semble suspendue entre deux rails de perception. Ce qu'il voit ne peut pas être ce qu'il voit, et pourtant c'est bien ce qu'il voit. Cette hutte silencieuse, invisible mais palpable,
s'apparente à une véritable guerre civile neurologique. Les synapses tentent frénétiquement de reconstruire un modèle cohérent. Serpillière, ménage, pas ici, mais soulevé comme un deadlift, erreur système. Le raisonnement logique chancelle sous l'impact d'épreuves visuelles irréfutables et pourtant profondément absurdes. C'est précisément dans cette zone de turbulence mentale, dans ce noyau de confusion pure, où les cadres de la réalité vacillent, que se joue le futur de chaque réaction émotionnelle. De là, tout peut émerger. Le rire nerveux de ceux qui se sentent dépassés par l'étrangeté de la scène, l'indignation viscérale de ceux pour qui la salle est un sanctuaire inviolable, ou encore la fascination intense de ceux prêts à remettre en question leurs certitudes les plus ancrées. Cette première défaillance cognitive n'est pas un simple détail. Elle est le point d'allumage, l'étincelle initiale qui conditionnera toute l'évolution psychologique de la pièce. La suite n'est qu'une conséquence naturelle de cette implosion cognitive momentanée. Anatoly entre alors dans ce que nous pouvons qualifier de phase d'application active, étape décisive où la variable expérimentale cesse d'être un simple élément perturbateur pour devenir un véritable agent d'interaction. Il ne se contente plus de transporter un objet insolite, il adopte les codes, les postures et les mécaniques de mouvement des pratiquants les plus rigoureux. Ces gestes ne relèvent plus de l'imitation, ils constituent une exécution technique, méthodique, presque irréprochable. Il enchaîne d'abord avec une série de Romanian deadlifts parfaitement calibrés. La tête massive de la serpillière effleure le sol à chaque descente, dans une parodie si soigneusement orchestrée qu'elle en devient une imitation troublante de réalisme. Le contraste entre la précision biomécanique du mouvement et la nature trivialement domestique de l'objet crée une fracture nette dans la perception des témoins. L'œil reconnaît la rigueur du geste, dos droit, charnière de hanche impeccable, cadence maîtrisée. Mais l'esprit refuse d'associer ces caractéristiques à une serpillière industrielle de 32 kg. Puis vient la progression vers les tirages mentons. Un mouvement déjà difficile à exécuter sans susciter des discussions techniques, rendu ici presque théâtral par l'objet utilisé. Le manche déséquilibré oscille à chaque répétition comme un pendule rebelle, accentuant l'absurdité du moment. Cette oscillation imprévisible, conjuguée à la concentration impassible d'Anatoly, crée un effet de dissonance sensorielle extrême. L'objet semble résister aux lois de la gravité autant qu'à celles du bon sens. Ce nouveau seuil est déterminant. La combinaison d'une gestuelle authentique, indiscutablement conforme aux standards sportifs, et d'un objet absolument aberrant dépasse la simple anomalie visuelle. Elle brise définitivement les défenses cognitives des observateurs. Là où la dissonance pourrait normalement chercher une issue logique, l'humour, le déni, la rationalisation, elle trouve ici une impasse totale. Ce qui, quelques instants plus tôt, n'était qu'une étrangeté inattendue, devient une évidence dérangeante. Ils sont en train d'assister à quelque chose qui ne peut pas être assimilé dans leur schéma mentaux traditionnel. La scène ne s'intègre plus, elle déborde, elle envahit, tous les repères internes. Le résultat est une stupéfaction collective, une suspension presque rituelle du sens commun. Les corps se figent, les regards, eux, restent cloués sur cette anomalie devenue spectacle anthropologique. La salle entière semble se trouver dans un état intermédiaire, une sorte de pause existentielle où le réel vacille et où plus personne ne sait distinguer le sérieux du ridicule, l'effort véritable de la mise en scène, le banal de l'impossible. C'est exactement à cet instant que la tension psychologique, accumulée comme une pression interne dans une cuve surchargée, atteint son point de rupture critique. Trop de contradictions ont été superposées, trop de signaux inoculants ont saturé les circuits cognitifs, l'anomalie n'est plus supportable. L'esprit humain, incapable de maintenir plus longtemps cet état de dissonance explosive, cherche une issue, un exutoire, une soupape. Et cette soupape, universelle, archaïque et salvatrice, survient sous la forme du rire. Le premier éclat surgit presque malgré lui, un souffle, un hoquet, un micro-dérapage dans le contrôle émotionnel. Personne ne sait d'où il vient. Peut-être d'un novice intimidé par la situation, peut-être d'un colosse incapable de retenir la charge absurde qui pèse sur sa conscience. Un second éclat suit plus assumé, puis un troisième plus franc, plus contagieux, et soudain l'effet domino est implacable. Ce n'est plus un simple rire, c'est une déferlante, une onde sismique émotionnelle qui traverse la salle avec la force d'un tremblement de terre social. Les plus imposants, les plus sérieux, ceux dont les visages taillés dans la pierre ne laissent filtrer la moindre faiblesse, succombent à leur tour. Les torses massifs se secouent, les épaules tremblent,
Les ventres d'acier se contractent dans une hilarité incontrôlable. La façade rigide se fracture, puis se pulvérise. Le sérieux méthodique, presque militaire, qui règne habituellement dans ce sanctuaire du fer, se désintègre instantanément. Le contrat social implicite, celui qui impose silence, concentration, stoïcisme et hiérarchie, disparaît comme s'il n'avait jamais existé. L'ordre sacré de la salle n'est plus qu'un souvenir lointain. En l'espace de quelques secondes, cet environnement réglé au millimètre se transforme dans une scène de chaos euphorique. Des haltères reposent au sol dans l'indifférence totale, des machines sont abandonnées en plein mouvement, des athlètes se replient sur eux-mêmes pour tenter en vain de reprendre leur souffle. Les rires explosent, roulent, rebondissent contre les murs, créant une atmosphère d'humanité brute, presque primitive. Et au centre de cette tempête émotionnelle, Anatoly demeure impassible, comme si sa mission venait simplement d'atteindre son point culminant. Un catalyseur silencieux, déclencheur involontaire, d'une libération collective que personne n'aurait pu anticiper. Le rire se propage alors avec la dynamique d'une réaction en chaîne sociologique, un phénomène d'embrasement émotionnel où chaque éclat alimente le suivant. La première fissure perceptible dans le vernis de sérieux agit comme une permission collective, un signal tacite qui autorise enfin ce que chacun tentait de contenir. Libérés de la peur du jugement, cette pression invisible qui régit chaque centimètre carré d'une salle de sport, les athlètes laissent tomber leur défense psychologique avec une synchronisation presque chorégraphique. Les interactions changent immédiatement de nature. Les regards auparavant fuyants deviennent des regards complices, comme si tous prenaient soudain conscience qu'ils sont témoins d'un moment exceptionnel. Des sourires se dessinent, d'abord timides, puis pleinement assumés. Des gestes d'étonnement se répondent d'un bout à l'autre de la salle. Des mains qui se posent sur les hanches, bras levés en signe d'incompréhension hilarante, tête secouée dans un mélange d'ébahissement et d'amusement. L'espace, jusque-là composé d'individualités rigides évoluant chacune dans son propre couloir mental, cesse d'être un ensemble fragmenté. Il devient une unité organique, un corps social unique rythmé par une même pulsation comique. Les éclats de rire se répondent comme des battements, créant une sorte de pulsation collective, une respiration commune où chacun contribue à renforcer l'hilarité générale. Ce phénomène dépasse la simple contagion émotionnelle. C'est une reconfiguration spontanée de la dynamique du groupe, un basculement où le sérieux sacrificiel de la musculation laisse place à une forme rare de cohésion instinctive. Ce qui était un sanctuaire où chacun lutte contre lui-même devient soudain un espace partagé, une communauté temporaire unifiée par une absurdité majuscule, imposée avec un calme déconcertant par Anatoly. En quelques secondes, grâce à cet acte délibérément incohérent, la salle passe d'un agrégat silencieux d'efforts individuels à un organisme social vibrant, animé par une euphorie que personne n'aurait pu prévoir, ni surtout contrôler. La réussite totale de cette expérience repose entièrement sur l'engagement absolu, presque ascétique, d'Anatoly. Il ne se contente pas d'interpréter un rôle ou de reproduire une performance humoristique, il incarne une réalité parallèle. Un univers où une serpillière de 32 kilos est bel et bien un équipement de musculation légitime. Cette incarnation n'est pas un artifice, elle est une immersion totale, une métamorphose comportementale où chaque geste, chaque posture, chaque respiration exprime une conviction inébranlable. Ce degré de sérieux, glacial, précis, d'une stabilité presque inhumaine, agit comme un champ gravitationnel psychologique. Autour de lui, la perception des observateurs se déforme, les codes se tordent, les comportements s'écartent de leur trajectoire habituelle. Sans prononcer un mot, Anatoly modifie la géométrie sociale de la salle. Il impose un nouvel axe de réalité que tous, volontairement ou non, doivent reconnaître. Pendant quelques minutes, les bodybuilders ne vivent plus dans leur monde, mais dans le sien. Ils sont aspirés dans son cadre mental, contraints d'exister dans une logique qui n'est plus la leur. L'humour, dans cette configuration, ne provient pas d'un clin d'œil, d'un sourire complice ou d'une rupture volontaire du personnage. Au contraire. Il naît précisément du gouffre abyssal entre l'acte radicalement absurde qu'il accomplit et la conviction totale avec laquelle il le réalise. C'est cet écart gigantesque, ce vertige conceptuel qui produit le choc comique. Un humour froid, objectif, implacable, qui se construit non pas sur la blague, mais sur la cohérence imperturbable de l'incohérent. En maintenant ce sérieux absolu, Anatoly crée un paradoxe vivant. Plus il s'applique à rendre l'absurde crédible, plus le rire devient inévitable, irrésistible, presque physiologique. Son comportement ne cherche pas à faire rire, et c'est précisément pour cette raison qu'il devient, paradoxalement, la source la plus efficace de chaos comique.
Dans cette tension entre absurdité maximale et sincérité totale, il devient non seulement l'agent de l'expérience, mais aussi son cœur théorique, la preuve vivante que la réalité n'est parfois qu'un consensus fragile, prêt à se fissurer sous la pression d'un seul individu, pourvu que cet individu y croit assez fort. Anatoly ne raconte pas une blague, il érige un monde entier, pierre après pierre, comme un architecte de l'absurde. Ce monde n'est pas un simple décor improvisé, il possède sa propre logique interne, ses règles tacites, ses rites structurés et même un vocabulaire implicite, un jargon silencieux qui attribue à une serpillière de 32 kilos la même dignité rituelle qu'à un altère chromé. Chaque mouvement qu'elle exécute, chaque pose mesurée, chaque regard vide de toute ironie contribue à renforcer la cohérence de cet univers parallèle. Rien n'y est laissé au hasard, le moindre détail, la façon dont il ajuste sa prise sur le manche, l'angle précis de son dos lors d'un faux deadlift, la manière rituelle dont il repose la serpillière comme s'il s'agissait d'un équipement sacré, agit comme une brique supplémentaire dans cette construction cognitive. Son silence, loin d'être un vide, devient une liturgie. Il impose une grammaire invisible, un ensemble de règles non dites mais implacablement ressenties par ceux qui observent. Face à cette cohérence oppressante, résister n'est plus un acte anodin. S'opposer à la logique imposée par Anatoly revient non pas à contester une plaisanterie, mais à se déclarer dissident d'un système déjà accepté par le groupe. La salle, par contagion sociale, commence à adhérer à ce monde parallèle. Un souffle, un rire étouffé, un regard complice suffisent à valider les nouvelles normes. Dès que quelques individus cèdent, tout le groupe bascule. Dans ce contexte, le chemin de moindre résistance n'est pas d'analyser, ni de rationaliser, mais de capituler. On accepte les règles absurdes parce qu'elles sont plus faciles à suivre que de lutter contre l'autorité tranquille et imperturbable qu'incarne Anatoly. Les spectateurs deviennent alors, presque malgré eux, des co-auteurs de cette réalité alternative. Ils la nourrissent, l'étendent, l'enrichissent par leurs réactions, leurs rires, leurs tentatives d'interprétation. L'absurde n'est plus un simple décalage humoristique, mais devient un véritable solvant social, capable de dissoudre instantanément les structures hiérarchiques, les rituels et les normes les plus rigides. Il révèle à quel point la réalité, même celle la plus codifiée, la plus disciplinée, repose sur un consensus fragile. Il suffit d'un seul individu, armé d'une conviction inébranlable et d'un accessoire incongru pour faire imploser ce consensus et le remplacer par une fiction plus puissante. Ainsi, Anatoly ne se contente pas de provoquer le rire, il érige tout un monde entier, pierre après pierre comme un architecte de l'absurde. Ce monde n'est pas un simple décor improvisé. Il possède sa propre logique interne, ses règles tacites, ses rites structurés et même un vocabulaire implicite. Un jargon silencieux qui attribue à une serpillière de 32 kilos la même dignité rituelle qu'à un altère chromé. Chaque mouvement qu'il exécute, chaque pose mesurée, chaque regard vide de toute ironie, contribue à renforcer la cohérence de cet univers parallèle. Rien n'y est laissé au hasard. Le moindre détail, la façon dont il ajuste sa prise sur le manche, l'angle précis de son dos lors d'un faux deadlift, la manière rituelle dont il repose la serpillière comme s'il s'agissait d'un équipement sacré, agit comme une brique supplémentaire dans cette construction cognitive. Son silence, loin d'être un vide, devient une liturgie. Il impose une grammaire invisible, un ensemble de règles non dites mais implacablement ressenties par ceux qui observent. Face à cette cohérence oppressante, résister n'est plus un acte anodin. S'opposer à la logique imposée par Anatoly revient non pas à contester une plaisanterie, mais à se déclarer dissident d'un système déjà accepté par le groupe. La salle, par contagion sociale, commence à adhérer à ce monde parallèle. Un souffle, un rire étouffé, un regard complice suffisent à valider les nouvelles normes. Dès que quelques individus cèdent, tout le groupe bascule. Dans ce contexte, le chemin de moindre résistance n'est pas d'analyser, ni de rationaliser, mais de capituler. On accepte les règles absurdes parce qu'elles sont plus faciles à suivre que de lutter contre l'autorité tranquille et imperturbable qu'incarne Anatoly. Les spectateurs deviennent alors, presque malgré eux, des co-auteurs de cette réalité alternative. Ils la nourrissent, l'étendent, l'enrichissent par leurs réactions, leurs rires, leurs tentatives d'interprétation. L'absurde n'est plus un simple décalage humoristique, mais devient un véritable solvant social, capable de dissoudre instantanément les structures hiérarchiques, les rituels et les normes les plus rigides. Il révèle à quel point la réalité, même celle la plus codifiée, la plus disciplinée, repose sur un consensus fragile. Il suffit d'un seul individu, armé d'une conviction inébranlable et d'un accessoire incongru pour faire imploser ce consensus et le remplacer par une fiction plus puissante. Ainsi, Anatoly ne se contente pas de provoquer le rire, il reprogramme temporairement la perception du réel, démontre la plasticité des croyances et expose l'extraordinaire vulnérabilité des structures sociales face à une absurdité parfaitement orchestrée.
L'intervention d'Anatoly fonctionne comme un véritable virus cognitif, une intrusion conceptuelle qui se propage sans résistance dans un environnement normalement régi par la répétition, la discipline mécanique et la quête obsessionnelle de tension musculaire. Là où tout obéit habituellement à la logique du progrès mesurable, plus lourd, plus strict, plus propre, plus fort, Anatoly introduit une anomalie si radicale qu'elle dérègle instantanément les fondations mêmes de ce système. Sa serpillière n'est plus un simple outil d'entretien, elle devient un sceptre de chaos, un artefact rituel capable de fissurer le sérieux institutionnalisé de la salle. À son contact, les routines sacrées se dissolvent, les rituels se désagrègent. L'objet, déplacé de son contexte d'origine, acquiert un pouvoir symbolique inattendu, celui de purifier l'espace, non pas en le nettoyant, mais en le libérant de sa rigidité culturelle. Progressivement, le paysage sonore du gym se métamorphose. Le tintement métallique des plaques, les coups sourds des haltères posés au sol, le souffle régulier des machines, tout cela s'efface, englouti par un bruit plus primitif, plus humain, plus contagieux. Le rire. Ce rire n'est pas un simple bruit, mais un signal de recalibration collectif. Il reprogramme la pièce, redéfinissant les priorités sensorielles et relationnelles. Là où régnait la mécanique, s'installe un rituel cathartique qui rouvre l'espace social, le rendant à nouveau malléable. Dans ce moment suspendu, une vérité fulgurante émerge. Le poids le plus lourd de la salle n'est plus celui chargé sur une barre. Ce n'est plus le métal poli qui met les athlètes à l'épreuve, mais le bardeau invisible du paradoxe, la charge mentale de l'incompréhensible, la masse écrasante du non-sens assumé avec un sérieux absolu. Ce paradoxe devient l'altère ultime, celui qu'aucun programme d'entraînement n'a jamais préparé à soulever. Là où les muscles étaient rois, c'est désormais la cognition qui vacille. Et dans cet effondrement du sens surgit une liberté nouvelle, presque euphorique, la possibilité de rire ensemble, de respirer autrement, de coexister dans un monde reconfiguré par l'absurde le plus pur. Ceci conclut cette analyse. Les données ont été collectées avec une rigueur presque clinique, les réactions soigneusement cataloguées, les comportements méticuleusement décryptés comme autant de pièces d'un puzzle mis à nu. L'hypothèse initiale ne se contente pas d'être confirmée, elle est à ce stade presque consacrée. Car l'absurde, lorsqu'il est manié avec une conviction absolue, une discipline silencieuse et une précision méthodologique digne d'un protocole scientifique, révèle un pouvoir transformateur insoupçonné. Un pouvoir qui dépasse largement celui des charges de fonte, des barres olympiques et des machines sophistiquées. Un pouvoir qui n'agit pas sur les muscles, mais sur la perception, sur la cohésion sociale, sur la structure même de la réalité partagée. L'intervention d'Anatoly a démontré que cette réalité n'est pas un bloc solide, mais une membrane fragile, susceptible d'être étendue, déformée ou reconfigurée par une seule présence suffisamment déterminée. Pendant un bref instant, il a interrompu la mécanique collective, suspendu les règles tacites, inversé la hiérarchie symbolique de la salle. Il a forcé chacun à abandonner non seulement ses certitudes, mais aussi son rôle social, pour entrer dans une zone liminale où le rire devient langage commun et la confusion une expérience unifiante. Les témoins n'ont pas simplement observé une plaisanterie. Ils ont vécu une démonstration éclatante de l'instabilité de leurs repères, une immersion involontaire dans un univers où l'imagination, lorsqu'elle est incarnée avec une sincérité implacable, l'emporte sur la logique la mieux étoffée. Ce n'était pas un sketch, ni une provocation gratuite. C'était un rappel puissant que l'humain, si rationnel et qu'il se prétende, demeure profondément perméable au charme de l'irrationnel, surtout lorsqu'il est présenté avec une foi inébranlable. Une preuve que le rire peut renverser des structures sociales entières en un clin d'œil et que l'inattendu peut unir plus sûrement que n'importe quel ordre établi. En somme, l'absurde a ici opéré comme un catalyseur de vérité. Il a révélé que la force la plus puissante dans une salle de sport ne réside pas dans les muscles, mais dans la capacité d'un individu à bousculer le réel, à créer une brèche dans le quotidien et y inviter tous ceux qui l'entourent. L'expérience est close, mais son impact, lui, persiste, comme une vibration subtile au fond de l'esprit, rappelant que nos certitudes ne tiennent qu'à un fil et qu'un homme muni d'une serpillière de 32 kilos peut, s'il le veut, le faire disparaître.